Bienvenue à tout le monde dans ce nouvel épisode d'Entre nous. On est toujours ensemble avec Océane pour vous parler de couple et de sexualité, mais aujourd'hui, on avait envie de poursuivre un petit peu comme l'épisode précédent, où c'est moi qui vais te cuisiner, Océane, pour comprendre un petit peu plus qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Les personnes doivent savoir peut-être pour certaines, mais pourquoi t'en es arrivé là, aller creuser un petit peu dans ton histoire, dans ton parcours, dans ton enfance, et voir ce qu'il en ressort. Je sais pas encore. La surprise. Ok, bonjour à tous, ravi de partager tout ça avec vous. Ouais. Ma première question, c'est une question que je pose tout le temps en ce moment. Qu'est-ce qui, selon toi, te rend unique aujourd'hui? Ouais, mais c'est pas cool, parce que quand on préparait le setup, il me disait, Jérémy, que c'était Je sa te l'ai nouvelle dit question avant, de hein. coaching, et je disais, waouh, mais tu les fais plonger avec ça, c'est super dur comme question. Et voilà, je me sens piégée. Tu veux qu'on la garde pour la fin? Non, non, je vais jouer le jeu. Qu'est-ce qui fait... Répète-moi la question, s'il te plaît. Selon toi, aujourd'hui où t'en es, Océane adulte, qu'est-ce qui te rend unique? Ce qui me rend unique, Ou c'est... singulière, si tu Oui. préfères. Alors non, mais je suis quand même partisan du concept de l'unicité parce que, pas unique dans le sens je suis exceptionnel et mieux que les autres, mais on est tous et toutes uniques parce qu'on est les seuls à porter notre vibration, en fait, à avoir notre identité, à avoir cet arrangement de vie, d'histoire, de croyances, de conditionnement qui fait de nous quelqu'un d'unique. Donc qu'est-ce qui fait de moi quelqu'un d'unique aujourd'hui? J'ai envie de dire que c'est tout ça à la fois, tout ce que je viens de citer. Et, et aujourd'hui, si je devais garder des choses, entre guillemets, positives dans l'unicité, je crois que je garderais quelqu'un de sensible. Hmm. S'il y a une valeur particulière que je porte haut dans mon cœur et que je cherche à développer chaque jour qui passe, c'est le fait d'être sensible aux vivants qui nous entourent, pardon, être sensible à la vie, sensible à l'humanité. Voilà. C'est beau, Mm. ça commence bien. Comment elle était, la Océane, enfant, dans tes toutes premières années? T'as un souvenir? C'est quoi ton plus vieux souvenir, toi toute petite? Alors, je saurais pas dire mon plus. J'ai un peu du mal à recaler la chronologie du temps, mais en tout cas, j'ai souvenir d'une Océane qui rit aux éclats quand même, sur une balançoire, entourée de cigales. En Provence? Voilà, ben oui, puisqu'on habite en Provence, effectivement, et d'une petite Océane avec un accent très marseillais d'ailleurs, encore à l'époque, que j'ai complètement perdu, vous pouvez l'entendre. Donc voilà, ça c'est un souvenir qui est présent, mais je saurais plus le caler dans la chronologie du temps. Ok. Euh, Comment tu qualifierais ton enfance, les différentes étapes que tu as pu vivre? Alors, je vais répondre en recalant J'ai fait une formation de neurotraining il y a quelques années et le formateur nous avait demandé de demander aux personnes qu'on allait accompagner de résumer leur enfance en un mot. Ah, c'est Et dur. il nous avait demandé de faire ce même exercice. Et sans réfléchir, bien sûr, et sans réfléchir, le mot qui m'était venu pour moi, c'était tristesse. Et, et d'ailleurs, ça me fait penser à autre chose. Il y a quelques années en arrière, je sais pas, peut-être quelque chose comme il y a 10, 15 ans, mais c'était déjà là avant, hein, il m'arrivait d'avoir des épisodes de profonde tristesse, voire peut-être même de mélancolie, qui pouvaient durer 3 jours. En général, ça durait 3 jours quand j'étais happée par cette vague de tristesse-là. Et je ne savais pas du tout d'où ça venait. Parce que dans mon quotidien, il n'y avait pas quelque chose qui avait déclenché cette tristesse, tu vois. Or, quand ça venait, ça me happait pendant voilà, plusieurs jours. Et j'étais triste, je pleurais, j'arrivais plus à rien, j'arrivais plus à réfléchir, je m'enfermais chez moi, je voulais plus voir personne. Et c'était extrêmement difficile parce que tu comprends pas d'où ça vient, tu vois.
Et je m'étais convaincue à l'époque, alors peut-être qu'il y a une part de vérité là-dedans, hein, comme je ne savais pas trouver d'où ça venait et que ça faisait déjà une bonne décennie que je portais ça, plus, je me disais, bah, c'est pas ma tristesse, c'est la tristesse de ma grand-mère que je porte. Parce que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, ma grand-mère a été adoptée, mon arrière-grand-mère, je sais qu'elle a eu une vie difficile. Donc je me disais, tiens, c'est la tristesse de tes aïeuls que tu portes, mais ce n'est pas la tienne. Or, aujourd'hui, j'ai compris que c'était aussi la mienne, en tout cas. Aussi la tienne. Et tu t'es dit ça parce que t'étais allé dans la spiritualité et tu t'étais dit il y avait quelque chose qui pouvait se jouer, ou c'était quoi? J'étais pas encore dans la spiritualité, mais en fait, quand est-ce qu'on l'est, quand est-ce qu'on l'est pas? Depuis très jeune, je me posais ces questions-là. Je me rappelle, à 12 ans, je réfléchissais beaucoup au fait de penser. Le fait que penser était une activité omniprésente, que sans penser, qu'est-ce qu'on était sans penser? Et que qu'est-ce que tu fais? Rien. Mais c'est pas vrai. Tu es forcément en train de penser à quelque chose, parce que moi j'étais en train de penser tout le temps à quelque chose. J'étais tout le temps dans ma tête, tout le temps en train de penser à quelque chose. Et je devais réfléchir à tout plein de choses. Et donc ça, c'est venu très très jeune, je me rappelle. Et d'ailleurs, quand je parlais de ça à mes copains, copines de l'époque, ils me disaient, mais C'est en décalage par rapport complètement. à ça. Ouais. Et donc j'ai toujours eu en fait cette espèce de spiritualité, on va dire, d'essayer de comprendre les choses à un niveau, déjà pour moi-même, me comprendre moi, et puis les comprendre à un niveau plus grand peut-être aussi. Ouais, plus subtil, plus... Voilà. Donc c'est venu assez inné de me dire, il y a quelque chose en moi qui sent que de toute façon le transgénérationnel se rejoue dans un espace ou un autre. Et comme à moi, j'arrivais pas à trouver ma tristesse, je m'étais dit, bah, c'est que ça appartient C'est que forcément ça, à quelqu'un d'autre. à quelqu'un. Et mes grands-mères, ça me parlait bien, quoi. Ok. Donc, une petite fille joyeuse, souriante, entourée de cigales, sur une balançoire. Je t'imagine trop. Qu'est-ce qui se passe après? Comment la petite Océane grandit? Comment elle perçoit le monde? Peur. Peur. Beaucoup de peur. Peur, peur, peur. Peur de mon ombre, peur de la nuit, peur du noir, peur de parler, peur de poser des questions, peur de me mettre en avant, peur d'être vue aussi, peur de plein de choses, peur du changement, imperméable au changement. Et beaucoup du coup de repli sur soi. Et je me laisse beaucoup driver par ma meilleure amie de l'époque, qui l'est toujours aujourd'hui, qui est plus âgée que moi, et qui a donc de facto plus de maturité, mais qui en avait de toutes les manières plus de maturité dans le sens de plus de compréhension de ce qui nous entoure, et moins de fragmentation surtout. Donc elle a une vision plus globale de ce qui se passe, et du coup je me repose beaucoup sur elle. T'as quel âge là? Tous les âges. Ok. J'ai 4 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 15 ans. Ok. Je me repose beaucoup sur elle. Bon, là, je pensais surtout au moment du primaire au collège, en fait, qui est un événement, qui est un passage important, hein, ouais. important et qui fait peur. Ouais. Je me rappelle que j'avais beaucoup peur de passer en 6e. Et donc, voilà, je me range un peu sous son, tu vois, sous son aile un peu. Aile, mais son influence presque, et je disparais, en fait. Je fais beaucoup ça. Je disparais derrière les autres. J'ai pas vraiment d'identité, je sais pas qui je suis... Et tu sens cette tristesse, du coup, à l'intérieur de toi, déjà, petite, là? Oui, beaucoup. Et ces peurs, tu disais. Tu sais d'où ça vient? Tu arrives à capter de qu'est-ce qui se passe? Je sais pas d'où ça vient, puisque je te dis qu'il y a 10 ans, enfin un peu plus que ça, il y a 15 ans en arrière, je ne savais toujours pas d'où ça venait. Ouais. Quand je dis ça, c'est est-ce que... t'as des ressentis et tu t'en coupes, ou c'est vraiment, tu sais pas du tout, tu vois, qu'est-ce qui se passe en toi? En fait, je suis souvent inondée par cette tristesse lourde, très très lourde à porter, qui m'envahit complètement, que je ne comprends pas et à laquelle je ne donne aucun sens. Et ça me touche, là, rien que d'en parler. Et ça me fait me sentir vraiment stupide.
de pas comprendre pourquoi. Ouais, ça c'est quelque chose qui est fort et qui va rester longtemps. Tu te sens stupide, un peu perdu de te dire pourquoi je sens quelque chose et pourquoi j'arrive pas à savoir ce qu'il y a. Mm. Pourquoi il y a une émotion que j'arrive pas à comprendre, alors que les autres semblent comprendre leurs émotions. Et pourquoi il y a des mots qui sont prononcés que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi il y a des comportements d'adultes que j'arrive pas à comprendre, alors que mon amie, elle comprend. Et comment elle t'aide, du coup, ton amie, dans cette période-là? C'était une enfant aussi, Vous avez combien d'écart, tu disais 1 an et demi. Ok. Donc c'est une enfant aussi, elle fait ce qu'elle peut avec sa propre histoire. Mais mon propre ressenti à ce moment-là, c'est que elle m'aide par sa présence, elle m'aide par les jeux qu'on a, elle m'aide par plein d'endroits, et à la fois elle me fait du mal aussi parce que je base toute ma sécurité sur elle. C'est lourd à porter pour elle, forcément. Et en fait, le moindre truc qu'elle fait de travers, sans le faire exprès, c'est tout mon monde qui s'écroule. T'as plus ton socle. Donc, elle me fait autant de bien que ce qu'elle peut me faire du mal, mais ça, je sais pas si elle le sait à ce moment-là, en tout cas. Ça restait une enfant aussi. Hein. Oui, c'est ce que Ouais. j'ai dit au début. Ouais, c'est pour ça. Elle fait ce qu'elle peut, je fais ce que je peux, mais voilà. En tout cas, c'était compliqué d'avoir sa sécurité basée sur une seule personne et sur une enfant. Ouais. Du coup, tu grandis. euh, donc, tu disais le collège, après la préadolescence, l'adolescence. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Comment tes ressentis évoluent et comment la femme qui est en train de naître, je sais pas comment on peut dire, tu vois, de se créer, euh, grandit? Tu vois, quand tu dis le mot femme, j'ai le mot absence qui vient avec. À ce moment-là, il n'y a pas La du tout Océane, on de peut parler. femme, il n'y a pas du tout de femme, il n'y a pas du tout d'identité, il n'y a pas d'Océane non plus. Et d'ailleurs, Océane, quand c'est prononcé, j'ai presque envie de le vomir. Il y a un flou total sur le qui je suis, sur ce qui m'habite, sur ce que je veux pas, et encore plus sur mes limites. Il y a beaucoup de mal-être. J'écris très très jeune. Je tiens un carnet intime très jeune. Et j'ai continué toute ma vie jusqu'à rencontrer mon premier chéri. Parce que j'avais plus d'espace de pouvoir le tenir avec lui, parce que ça a été un chéri violent psychologiquement, donc il ne me laissait plus l'espace d'avoir un espace intime à moi. Donc j'avais dû arrêter à ce moment-là. Ça a été dramatique pour moi d'arrêter d'ailleurs, parce que c'était mon vrai meilleur ami, mon carnet C'est ton intime. échappatoire. Tu pouvais lui dire ce que tu voulais. Donc je dépose beaucoup de choses là-dedans. Et quand je relis, je comprends pas. Et parfois, quand mon amie Aurore me lit, me dit, mais ce que t'écris, c'est toujours triste. Parce que j'écris beaucoup de poésie. J'aime la poésie. Et elle me dit, ce que t'écris, c'est toujours triste. Et en fait, il y a une part de moi qui est surprise d'entendre ça, tu vois. Parce que toi, tu le vis pas comme quelque chose de Non, triste. moi, je me sens pas triste. Je comprends pas pourquoi elle dit ça. Et j'ai pas l'impression que c'est triste ce que j'écris. J'ai l'impression que c'est juste la vérité. Je sais pas, il y a encore ce décalage que j'arrive pas à comprendre, et à la fois elle me parle de quelqu'un qui n'a pas l'air d'être moi. Je comprends pas. Encore une fois, voilà. S'il y a un mot que je dois retenir de mon enfance, c'est que je ne la comprends pas. J'ai l'impression, moi ça fait longtemps qu'on se connaît, moi j'ai toujours vu une force en toi, tu vois. J'ai l'impression que tu as ce truc-là, tu as une force intérieure, je sais pas comment on peut la qualifier, détermination ou de lumière, tu vois. Est-ce que tu dirais que, consciemment ou pas, mais
t'as toujours eu ce truc-là, tu l'as senti, et peut-être que si tu comprends pas, c'est parce que t'arrives à te connecter à cette part de toi lumineuse, malgré les zones d'ombre qu'il y a autour. Ce que tu dis me fait référence à quelque chose que j'ai senti très fort à l'intérieur de mon corps cet été. J'ai fait une formation dans le champ somatique autour de la thématique de l'ontogénétique. L'ontogénétique, c'est le développement de l'être humain embryologiquement et dans la toute petite enfance. Et en fait, on retraverse par le corps vécu, et vraiment, c'est une expérience des sens à tout point de vue et neurologique. Et là, je sens fort dans mon corps que j'ai une urgence à vivre, à être, à combattre. Et il y a vraiment cette combativité qui est forte présence, mais dès l'intra-utérin, dès la naissance, quelque chose où je sais que presque il y a une partie de moi très très forte qui naît comme guerrière presque. Elle sait qu'elle va devoir se battre. Et puis je nais avec cette forme d'urgence comme si... je sais pas, comme si soit je l'avais canalisé dans le ventre de ma mère, soit je m'étais incarnée pour ça, je sais pas le fou Ouais, la poule, mais en tout cas, je sens que c'était là, que c'est c'était là présent. déjà dans le ventre de ma mère, quoi. Et je nais avec cette forme d'urgence où je sais que la vie va pas être simple, quoi. Ouais. Et en même temps, j'ai l'impression que tu as aussi eu des espaces ressources où tu as été entouré par des personnes qui t'ont Oui, aidé, qui t'ont porté. notamment la mère de mon ami, qui a été un adulte sécure pour moi, qui a été importante. Je l'appelais ma deuxième maman d'ailleurs, ou ma maman spirituelle. Peut-être que ma première expérience spirituelle vient de là. Qui m'apprenait ce que je pouvais pas vraiment apprendre dans ma famille, à savoir la douceur, le fait de pouvoir parler, d'être écouté, d'avoir des discussions à mon niveau, bien sûr. Je restais une enfant, mais elle m'expliquait plein de choses, des choses qu'on faisait pas dans ma famille, on parlait pas, nous. Je tremble parce que je suis très touchée en fait dans le fond, et en fait mon système nerveux il est fort activé, et le fait de trembler, ça me permet d'évacuer. De libérer. Oui. Ouais. T'as le droit de trembler. Ceux qui nous écouteront, ils ne le verront pas. Venez nous voir sur YouTube. On va Rossane trembler. Non, mais je suis très touchée de parler de tout ça. C'est beau, hein, moi aussi ça me touche. On va revenir après un peu à ton enfance, parce que tu as découvert des choses plus tard. Est-ce que tu veux me parler de cette première relation? Oui, j'ai 15 ans. Je rencontre un garçon qui est plus âgé que moi, qui est déjà majeur. Je tombe éperdument amoureuse de ce garçon. Il me fascine, en fait. Il y a une forme de... Ouais, avec lui, je pourrais avoir une liberté, je pourrais avoir une voix, je pourrais avoir un poids, une légitimité. C'est ça qui t'attire? Ouais, De sentir que t'as de la force aujourd'hui, avec le recul, c'est ça qui m'a attirée, effectivement. Parce qu'il y a quelque chose à cette époque, et qui a duré longtemps dans ma vie, le pouvoir, c'est par les hommes que tu peux l'avoir. C'est pas toi, petite femme, qui pourra avoir du pouvoir. Donc si tu veux du pouvoir, il faut que tu te trouves un homme fort, qui a du pouvoir, qui incarne ça. qui Quoi. va pouvoir effectivement porter le tien, en tout cas. Et donc notre relation commence très forte, très passionnelle, fusionnelle, tout de suite. Très intense, très très intense. Et, 15 ans, c'est jeune, hein? c'est très jeune. Et au bout d'une semaine, déjà, il y a une dispute énorme. Et en fait, en une semaine, j'ai déjà mis tellement d'attachement sur lui, un peu comme ce que je faisais avec mon amie Aurore, c'est-à-dire que j'ai pris une partie de la sécurité que j'avais mise en Aurore, et j'ai mis une partie chez lui, et très rapidement. Et parce que j'ai mis plusieurs semaines avant de sortir avec lui, donc j'ai eu le temps de peaufiner quelque chose, voilà. Ouais. Et puis à cet âge-là, je vois aussi les enfants qui ont cet âge-là, 14, 15, 16 ans. Ça va vite en fait, parce que c'est la découverte, et tout est incroyable, et c'est nouveau, et du coup tu as un attachement fort parce que quelqu'un s'intéresse à toi. Exactement. J'imagine qu'il y a peut-être des choses qui se passent sur le plan hormonal aussi, il y a plein de choses qui se jouent peut-être. Ouais, puis avec du recul aussi, j'avais un tel besoin d'émancipation que
C'est pas pour rien que j'ai trouvé une personne adulte aussi à ce moment-là, enfin Ouais. adulte, majeure. Ouais. Voilà. Tu veux le plaid? Non, j'ai pas froid. Merci. C'est voilà, C'est évacué. ça somatise, ça s'évacue. Mais c'est bien, ça fait du bien. Tu vois, c'est nécessaire, je pense, de retraverser tout ça aussi parce que on en parlait tout à l'heure. J'écris beaucoup autour de ça et un jour, j'espère pouvoir sortir l'autobiographie qui est quasiment complète, mais que Ça je fait dois longtemps, encore hein. peaufiner. Oui, ça fait 4 ans que je travaille Ouais. sur le sujet. Je pense que j'ai encore un an, bien un an de travail, 1 an et demi, peut-être 2. Mais en parler, c'est pas la même chose. Faire porter sa voix, c'est pas la même chose. Et surtout dans mon histoire à moi, on en reparlera après. Donc ce garçon, au bout d'une semaine, il y a déjà des disputes qui éclatent. Et en fait, au bout d'une semaine, il me met déjà en insécurité en remettant tout en question. Alors bien sûr, à 15 ans, on se voue pas l'amour éternel, on est d'accord. Mais en fait, son action est contradictoire de ce qu'il me dit. Parce que ce qu'il me dit, en gros, c'est quelque part... on est ensemble, je tiens à toi, voilà, t'es importante pour moi, en gros, il me met sur un gros piédestal et en fait, son comportement fait complètement l'inverse. Et c'est très déstabilisant pour moi, pour mon cerveau, encore une fois, je comprends pas. Et en fait, tout de suite avec lui, je sombre dans ce qu'on a longtemps appelé l'hystérie, qui est en fait juste un comportement de dissociation traumatique où il y a une très forte charge émotionnelle qui passe et qui en fait, à ce moment-là, souvent les hommes voient rouge et eux, ils s'enragent parce qu'il y a la testostérone qui est forte en action là. Et chez les femmes, c'est beaucoup ce qu'on a appelé longtemps l'hystérie, mais qui est un symptôme traumatique, c'est-à-dire cette émotion qui envahit et qui fait qu'on est enragé d'une autre façon, en C'est fait. cocotte minute, là. Voilà. Et en fait, notre relation va être ça, tout le temps. Des disputes continuelles et des rapprochements, et à la fois me dire que je suis la femme de sa vie, la personne la plus importante, que sans moi, il est rien. Et en fait, très vite, il va y avoir du chantage affectif qui va se poser là. Il va y avoir du contrôle coercitif, c'est-à-dire qu'il va prendre possession de tous les domaines de ma vie petit à petit, de manière très insidieuse. Je ne vois rien, ou en tout cas, je ne veux rien voir. Il va contrôler ma façon de m'habiller, la longueur de mes ongles, est-ce que je mets du vernis ou pas du vernis, à quelle occasion est-ce que j'en mets, le maquillage que je vais porter, la façon dont je vais me coiffer, à qui je dois parler ou pas, sachant que quand je l'ai rencontré, je suis en seconde. En seconde, j'étais la seule fille de ma classe puisque j'ai fait une seconde technique. Donc je devais rester seule dans ma classe et ne parler à personne. Puis après, je suis en première avec toi et c'est pareil, en fait, à chaque fois que je faisais la bise, ne serait-ce que la bise à un garçon, il était excessivement jaloux et j'avais des scènes qui pouvaient durer des heures. C'était très difficile du coup parce que il m'a isolée du monde. Et en fait, petite, j'avais déjà le réflexe, moi, de m'isoler du monde. Et c'est facile, il venait appuyer sur quelque chose que je savais déjà très bien faire, en fait. Et comme je porte une forte loyauté familiale, une loyauté tout court, et qui me faisait, faisait dire, en fait, il avait ce discours. T'as besoin de quelque chose? Merci. Si tu veux être loyal envers moi, il faut que tu respectes ce que je te demande. Et c'est pas normal de parler avec des garçons. C'est pas normal de t'habiller comme ça. C'est pas normal de faire la bise à un gars. C'est pas normal de si. Et en fait, j'ai bu toutes ces paroles comme si c'était une vérité. Et comme la loyauté est très forte, ben, je respectais tout ce qu'il me demandait, la plupart du temps. Sauf des fois où c'était trop fort, mon envie de sociabiliser. Et voilà, petit à petit, c'était la descente aux enfers et ça a duré 8 ans. Ça venait
combler quoi chez toi? Qu'il soit comme ça? J'avais l'impression que quelqu'un se souciait de moi profondément. Parce qu'il arrêtait pas de me dire. En fait, il me soufflait le chaud et le froid continuellement, mais quand il me soufflait le chaud, c'était. J'existais. Tu te sentais vivre à travers lui, hein. J'existais. Quelqu'un me voyait. Hmm. Quelqu'un me voyait, quelqu'un me portait de l'attention. Et j'avais cruellement besoin de ça. Donc, voilà. Pourquoi je suis restée aussi longtemps avec cette personne. 8 ans, c'est long. C'est très long, mais après, c'est très compliqué les notions d'emprise et de violence psychologique parce que personne ne les voit. Donc, il n'y a Ou en personne tout cas, il y a des gens quasiment. qui les perçoivent, mais qui osent peut-être pas intervenir aussi. Il y en a quelques-unes qui l'ont perçu. Aurore, par exemple, n'a jamais aimé ce gars. Mais tout de suite, elle l'a pas aimé. Alors je me suis dit, tout de suite, elle l'a pris en grippe. Et c'est pas objectif, en fait. C'est subjectif, c'est elle qui l'aime pas. Donc j'attachais pas trop d'importance à ce qu'elle disait. Et puis par-dessus, j'étais pas prête de toute façon, puisqu'elle elle me l'a dit tout de suite. Et moi, tout de suite, j'avais besoin de me planter, en fait. J'avais besoin de vivre ça. Ouais. Et après, elle a pris quand même pas mal de distance. Et voilà. Après, il y a. Je sais plus qui, encore une fois, c'est flou après, mais je crois qu'il y a au moins une ou deux autres personnes qui m'ont lancé des alertes comme ça que j'ai pas su prendre parce que j'étais pas prête à ce moment-là, parce que j'aurais eu besoin qu'on me le répète à plusieurs reprises, qu'on me questionne plus que ce qu'on me dise ce gars-là agit pas correctement. J'aurais besoin qu'on me questionne. J'aurais eu besoin qu'on me dise comment tu te sens toi, est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu te sens épanoui, voilà, et qu'on me dise c'est pas normal en fait, toutes les disputes que vous avez, c'est un couple, c'est pas censé être dans ces intensités-là, tu vois. Et oui, je me suis sentie encore une fois très seule et sans soutien, et c'était et puis tu sais pas en fait, je savais pas que c'était pas normal. C'est quoi qui t'a fait tenir? À quoi tu te rattachais? Est-ce qu'il y a eu des pensées, des événements, des personnes, des C'est ce situations? concept-là de croire que c'était ça l'amour, que l'amour venait forcément avec le côté sombre de la pièce, quoi. Et que, entre guillemets, ça changeait pas vraiment de ce que j'avais connu enfant. De toutes les façons, c'était un continuum d'absence d'attention et de décalage de l'amour, de comportements abusifs. Donc, c'était connu dans mon système et c'était acceptable dans mon système puisque je me suis développée avec ça. Donc, ça m'a pas surprise outre mesure. C'est pour ça que pour moi, c'était normal, qu'un couple, c'était comme ça. Surtout que j'avais l'image du couple de mes parents qui s'engueulaient continuellement. Mes parents ne savaient pas se parler. Ils se disputaient H24, mais continuellement en train de se mettre sur la gueule. Donc, avec cette personne-là, on se mettait pas continuellement sur la gueule. On se mettait sur la gueule à peu près la moitié du temps au début. Non. Après, au plus c'est allé, au plus c'est parti en sucette. Mais... Oui, donc tu te disais, génial, c'est beaucoup mieux que mes mais parents. Mais carrément. Ouais. Et en plus, voilà, il y avait cette attention, il me portait vraiment sur un piédestal qui faisait que je me sentais très particulière. Je me sentais être l'élu de son cœur, je me sentais unique, je me sentais... voilà, et ça, j'avais pas avec mes parents, j'avais pas avec d'autres personnes, j'avais pas autant d'attention, mais qui, en fait, était complètement toxique, mais j'avais tellement besoin de ça que c'est ça qui m'a fait tenir. Et après, je me suis raconté des douces histoires, puisque on a une société où on grandit quand même avec des contes de fées. Donc, on va se marier, on va avoir des enfants, on va avoir notre maison, et puis tout ira mieux après. Là, c'est parce qu'il est jeune et parce que je sais qu'il a beaucoup souffert dans sa vie. Donc moi, j'avais le syndrome de la sauveuse. Je voulais le sauver aussi. J'ai mis en berne toutes mes émotions à moi pour me tourner, me dévouer complètement à lui. Il n'y a que lui qui comptait. Voilà, c'était lui, il avait le droit d'être mal parce qu'il avait vécu des choses horribles dans son enfance. Et moi, à côté, j'avais mes parents, j'avais un toit, j'avais assez d'argent pour manger, partir en vacances. Tout allait bien, donc j'avais absolument pas le droit de me plaindre. Donc il avait tous les droits, en fait.
Vous passez 8 ans ensemble, donc ça t'amène vers tes 23, 24 ans à peu près, c'est ça? Ouais, 22, 23. 22, Mm. 23. Comment t'arrives à sortir de ça? En fait, ça fait des années que j'essaye de m'en sortir. Je l'avais déjà quitté une fois à mes 19 ans. J'ai réussi à le quitter pendant 8 mois. Mais on reste en contact pendant 8 mois parce qu'il me lâche pas, parce que il me laisse pas partir, il me demande de venir le voir régulièrement, il vient me voir au travail. En fait, il me harcèle, clairement. Aujourd'hui, je peux mettre ce mot-là. Il se rend donc régulièrement sur mon lieu de travail, sur mon lieu de vie. Il s'introduit dans ma voiture pour y déposer parfois des cadeaux, parfois des mots de haine. Parce qu'en fait, à ce moment-là, il oscille véritablement entre ce que je croyais être de l'amour et de la haine profonde, où il me menaçait énormément de me tuer, de tuer l'homme que j'allais rencontrer, ou voilà, de porter atteinte à sa propre vie. Et d'ailleurs, le soir où je l'ai quitté, on avait un escalier et il faisait du chantage affectif, comme il avait beaucoup l'habitude de faire, et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à partir. Mais j'ai eu la chance dans mon malheur, puisqu'il voulait qu'on habite avec son frère. Donc, on habitait avec son frère. Et ce soir-là, j'ai pu partir en me disant je le laisse pas seul, puisqu'il y a son frère. Et on avait une maison à nous, sur la même propriété que son frère, en fait, où il habitait. Et donc, il monte sur les escaliers avec son couteau qu'il met à sa gorge et il me dit, mais si tu pars, je me tue. Et là, j'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus. Et en fait, j'étais tellement en souffrance que je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, en fait, je suis prête. Si tu veux te tuer, vas-y. Là, vas-y, je te regarde. Et il l'a pas fait, du coup. Heureusement, parce que je sais pas comment j'aurais fini sinon. Et là, j'ai profité de son choc, en fait, que je lui ai dit ça pour prendre mes clés. Qui n'étaient pas mes clés d'ailleurs, puisque je lui ai laissé ma voiture. Bref, c'est encore une autre histoire, je lui ai absolument tout laissé. Donc je prends les clés de la voiture de ma sœur qu'elle m'avait prêtée et je tape à la porte de son frère et je lui ai dit je m'en vais, il était 1h30 du matin. Tu devrais aller voir ton frère parce qu'il menace d'attenter à sa vie et je veux plus être responsable de ça, je m'en vais. Et donc, c'est grâce à ça que j'ai pu partir C'est ce beau parce moment-là. que c'est le moment où tu te désengages et tu te dis c'est plus ma responsabilité et reste. Tu le renvoies à lui en fait, à ce qu'il ressent, à ce qu'il perçoit, à ce qu'il veut finalement. Oui, mais C'est en fait, il me l'avait tellement faite cette scène et j'étais tellement restée à cause de ça. Et j'en pouvais plus en fait de ma vie, de mon quotidien. C'était trop, trop dur, trop de souffrance. Et là, je me disais, ben, s'il doit se suicider là, devant mes yeux, ben, je préfère ça plutôt que de continuer à vivre comme ça. Et s'il doit me tuer moi, ben, en fait, je préfère ça plutôt que de continuer à vivre comme ça. C'était devenu trop, trop. à la suite, il se passe quoi du coup? Tu vas où? Comment tu vis? Qu'est-ce que tu fais? En fait, tu vois, je suis en train de me rendre compte que j'ai mélangé les deux épisodes. C'est marrant, mais c'est marrant. C'est complètement fragmenté et dissocié. Cette rupture-là, c'est la dernière de rupture que je viens de te raconter. Et à la suite de cette dernière rupture, donc j'ai presque 23 ans. Et je vais chez une amie qui habite Marseille. Je l'appelle à 2h du mat parce que d'abord je prends, même plus tard, puisque d'abord je prends le temps de me poser quelque part, de pleurer, Décharger un peu. ouais, décharger, de me dire qu'est-ce que je vais faire. Il y avait un côté en moi qui voulait rentrer et je me battais très très fort contre ce côté-là, de me dire tu vas pas rentrer en fait, même si tu dois dormir dans ta voiture, tu dormiras dans ta voiture. Et je me disais s'il y en a une qui va me répondre là à cette heure-ci, ça sera Noémie. Donc j'appelle Noémie, effectivement c'est celle qui m'a répondu, puisque c'est un oiseau de nuit. Et elle me dit, il n'y a pas de problème, viens à la maison. Et en fait, je débarque chez elle, je vais y rester 3 semaines. Elle vit avec son père. Et en fait, pendant 3 semaines, je vais beaucoup fumer des pétards. Je continue à travailler parce que j'ai un travail la journée. Je dors quasiment plus la nuit. Je fume. Je vis dans un brouillard
incroyable, alors que je fume pas de pétard à la base, enfin rarement. Et en fait, pendant 3 semaines, j'ai l'impression d'être, je sais pas là complètement dans C'est du quoi? C'est un coton. besoin de couper, Ah de oui, de t'évader, déconnecter d'échapper complètement, de ne plus rien sentir, de me dissocier clairement, hein. Ça m'aide beaucoup à ça. Au bout de 3 semaines, je demande à une autre amie si je peux venir habiter avec elle. Elle me dit que oui, elle a qu'une chambre, donc ça veut dire qu'il faut qu'on partage le même lit. Ben, c'est ok pour l'instant. Donc je vais habiter avec elle. Je continue encore à fumer beaucoup et je vais en fait beaucoup fumer pendant longtemps, très longtemps. Et en fait là je rencontre Karim, que j'ai rencontré avant de me séparer de mon ex. Quand je vois Karim passer, je le rencontre au travail, j'ai un déclic, j'ai quelque chose qui s'allume à l'intérieur de moi, une lumière que j'avais plus trouvée depuis des années. C'est quoi que tu ressens, que tu perçois? Ben, en fait, je sens mon cœur qui s'allume, je sens qu'il y a un possible de vie, qu'il y a un possible de joie, qu'il y a un possible de lumière, qu'il y a un possible, alors que je sentais plus de possible depuis des années. Et là, je me dis, waouh, en fait, je vais vivre quelque chose, je vais vivre une histoire avec cet homme, je sais pas encore quoi, comment, quand. Mais c'est sûr que je vais vivre quelque chose et que je vais me donner l'opportunité de la vivre, en fait. Et le fait d'avoir rencontré Karim, ça m'a fait un déclic accélérateur pour quitter mon ex. Et je l'ai quitté, et puis on a commencé à parler avec Karim, et en fait, on avait des très longues conversations, et je lui disais régulièrement que je sortais d'une relation très compliquée, et qu'à tout moment, je pourrais faire demi-tour. Et que si je faisais demi-tour, il fallait qu'on fasse comme si on ne se connaissait pas, comme si on ne s'était jamais parlé. Que c'était très important pour sa survie, pour la mienne, parce que sinon ça pourrait complètement partir en sucette. Et je me rappelle que je le tenais à distance déjà, et j'ai fait exprès entre guillemets, exprès, inconsciemment, de m'intéresser à quelqu'un qui était déjà pris. Comme ça, je savais que je pourrais pas Moins de commencer une risques. nouvelle histoire tout de suite, que je pourrais pas m'attacher, que il y avait plein de choses qui fait que je pouvais le tenir à distance. Et donc, ça m'a permis aussi, je crois, à cette distance, de pouvoir construire un attachement un peu plus sécure. Et puis, Karim aussi a presque 10 ans de plus que moi. Beaucoup plus mature émotionnellement, rien à voir avec mon ex. Très réfléchi, très posé, beaucoup à l'écoute. Il m'a énormément écouté, en fait, dans ce que je traversais. Et ça m'a, je crois, littéralement sauvé la vie, de pouvoir avoir cette lumière à côté de moi. Qu'est-ce qui fait que selon toi, souvent dans les schémas qu'on peut voir, c'est des personnes qui vont toujours vers un même type de personnes, même si le masque peut changer un peu, derrière il y a des choses qui se jouent. Qu'est-ce qui fait que toi, tu arrives à sortir de ce schéma d'aller voir un homme qui va t'apporter tout ce que tu dis depuis le début et qui va avoir de l'emprise sur toi, à un homme qui est beaucoup plus sain, du coup, avec qui tu peux avoir des conversations profondes, qui te laisse de la place, j'ai l'impression. Beaucoup. Tu vois, qu'est-ce qui fait que... Est-ce que tu as construit cette conscience au fur et à mesure? Est-ce que c'est inconscient? Et tu vois, qu'est-ce qui fait cette... je sais pas si tu as fait de la thérapie à ce moment-là ou pas, mais qu'est-ce qui fait que tu as cette bascule de changer le type d'homme vers lequel tu veux aller et qui t'attire? Comme je te l'ai dit, ça faisait des années que j'essayais de le quitter, mon ex. Donc je l'avais déjà quitté une première fois. Véritablement, on s'était séparés de maison. Après, on se quittait régulièrement en restant dans la même habitation, hein. Tu sais, c'est ces relations, on se prend, on se quitte tous les matins. Et à la fin, d'ailleurs, les Tu feras gens du arrivent même moche le plus à soir, quoi. à suivre tellement tout va très vite, en fait. Donc j'étais dans ce désir de le quitter, mais très, très, en fait, quand je prends du recul aujourd'hui, quand je réfléchis, je voulais le quitter dès le début. Le truc qui m'a empêché de le faire, c'est qu'à 15 ans, il est venu habiter chez moi. Parce qu'il s'est fait jeter dehors par ses parents et à la rue. Et comme j'étais une sauveuse, je voulais le sauver. Et donc j'ai demandé à mes parents de l'accueillir chez moi. Au début, ils étaient OK pour l'accueillir quelques semaines, quelques mois. Et finalement, il n'est jamais parti. Et moi, je me suis sentie complètement piégée. Parce que mes parents lui ont jamais demandé de partir.
Et ben moi, je pouvais pas lui demander de partir non plus, puisque c'était extrêmement compliqué pour moi. Oui, c'était chez des parents en plus, du coup, ouais, c'était pas Et puis, il évident. y avait une part de moi qui adorait ça, qui adorait avoir cette vie de couple, de ça y est, je suis presque émancipée, je suis une adulte, je suis grande, il a le permis, on est libre, on peut partir où on veut, enfin voilà. C'était très contradictoire à l'intérieur de moi, et il y avait quelque chose en moi qui espérait fort que mes parents se positionnent. Ils ne l'ont jamais fait, qu'ils posent des limites, ils ne l'ont jamais fait. Aussi parce qu'avec du recul, je crois qu'ils ont eu peur. Ils voyaient que la relation n'était pas saine, et ils voyaient que j'étais complètement dévouée à lui, et ils avaient peur que, en lui demandant de partir, je parte avec. Or, j'avais que 15 ans, De 16 te perdre ans, un peu 17 aussi. ans, et puis ils avaient peur que je parte pour toujours. Et c'était compliqué pour eux de se positionner en pas faisant pas de travers, en fait, et en tout foutant en l'air. Mais toujours est-il que moi, en tant qu'enfant, j'avais besoin qu'ils se positionnent, ils ne l'ont pas fait. Et ça a été dramatique pour moi parce que j'ai pas pu le quitter. Et alors que je voulais le quitter dès la première année, en fait. Et j'ai pas eu l'espace de le faire. Donc j'étais dans ce cheminement de vouloir partir, mais de pas savoir comment faire depuis presque le Oui, début. donc tu t'es Donc il y déjà avait posé des quelque chose questions en d'assez toile de fond. abouti, effectivement. J'avais fait des multiples tentatives. Voilà. Et je continuais quand même à cheminer, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'écrivais toute mon enfance, j'ai écrit. Et même après, si j'écrivais plus, je réfléchissais beaucoup, beaucoup. J'ai toujours réfléchi, mais là encore plus. Et en fait, ce que je posais pas par écrit, je le réfléchissais énormément, et j'avais quand même cette capacité à poser des stratégies, à anticiper énormément de choses. Et j'ai toujours eu cette ressource, merci, de me démerder financièrement, en fait. J'ai cumulé 3 D'être travails. autonome. Et je savais que pour ça, s'il fallait, de zéro, je partirais, je trouverais un logement, je trouverais du taf. J'avais absolument confiance en moi là-dessus. Et ça a été génial aussi de... Salvateur de te dire que tu peux subvenir à toi-même Oui, et que tu peux ne pas faire être que dépendante de quelqu'un derrière. mais ça, c'était un point d'honneur pour moi d'être dépendante financièrement. Sans parler du fait que de toute façon, il avait bien compris que c'était important et qu'il profitait du jalon pour me demander de l'argent tous les mois. Donc, 23-24 ans, comment ça se passe? Tu te mets en couple? Oui, du coup, après, je me mets en couple assez rapidement avec Karim, donc. C'est compliqué au début, parce que je souffre beaucoup, parce que je le repousse et en même temps, je veux pas qu'il parte, parce que, voilà, je suis complètement perdue, en fait. Je suis complètement perdue, et à la fois, lui, de son côté, il se met en couple avec quelqu'un qui a presque 10 ans de moins que lui, alors qu'il était en couple avec une compagne de son âge avec qui ils avaient parlé éventuellement à un moment donné de faire des enfants, de fonder une famille. Et là, il repart avec quelqu'un qui est cassé, qui sait plus, qui rentre à peine dans le monde du travail, en tout cas post-diplôme, j'entends, parce que je suis rentrée très jeune dans le monde du travail, mais une fois que j'ai eu mes diplômes. Voilà, pour lui, c'était compliqué. Et puis, ses amis, à un moment donné, lui disaient aussi, mais en fait, cette fille, elle est que de passage. C'est entre deux, entre ton ex et puis ta future compagne. Et tu vas pas faire ta vie avec une jeunette. Enfin, voilà, quoi. À un moment donné, sois réaliste. Tu nous fais une petite crise de la trentaine. Tu vois, il en avait plus Il que lui ça, disait ça mais à ses amis? voilà. Et donc, ça, plus la propre construction de Karim aussi, fait qu'il a été très précautionneux dans la façon dont il est entré dans la relation, aussi sûrement par rapport à ce que je portais, hein, et les signaux que je devais lui envoyer Il inconsciemment. avait quand même cette sensibilité Très. de percevoir tout Oui. ça et tout. Oui, il a été très intelligent dans le subtil là-dessus. Mais, tu vois, le mais de ma part souffrante, je dirais aujourd'hui, alors qu'en fait c'était très bien avec du recul. En termes d'attachement, il était très, voilà, sur la rétention, je peux dire ça comme ça. Ouais, la Et ça défensive m'a un peu. beaucoup déstabilisée au début. Je lui en voulais beaucoup. Je lui disais, mais en fait, tu tiens pas à moi, je suis pas assez importante pour toi, pour que tu me présentes à tes amis ou à ta famille ou à ci ou amis, ou pour qu'on sorte ensemble en public, t'as honte de moi. Et peut-être qu'il y avait de ça chez lui ou pas, mais en tout cas,
Ce qu'il y avait surtout, c'est son envie, je crois, de me protéger de tout ce que pourraient dire ses amis, sa famille, et aussi de me protéger de ma forme habituelle de m'attacher dans l'excès, dans quelque chose qui est extrémiste et qui est complètement étouffant en C'est fait. beau, je trouve, parce que du coup, je sais pas si t'es conscient ou pas de sa part, mais dans ce truc de probablement percevoir que t'avais beaucoup souffert et de te laisser, même si sur le coup tu te dis ah je comprends pas, ça me gonfle, mais te laisser l'espace pour de pas être en danger finalement, Ouais. en te protégeant de ce qu'on pourrait dire, penser, tout ça, c'est beau. Il est comme ça, Karim. Oui. Euh, du coup, tu disais que il y a une quinzaine d'années, tu as commencé à prendre conscience qu'il y avait des Mm. choses qui s'étaient jouées. Euh, Entre le moment, donc cette période-là, 23-24 ans, le moment où vous vous mettez ensemble, ça progresse, comment ça se passe et comment tu arrives à commencer à passer dans une autre phase de vie où tu vas commencer à percevoir des choses. En fait, j'ai eu un gros choc la fois où je me suis séparée définitivement de mon ex. Et je me mets à écrire. Je me remets à écrire. Et j'écris, je noircis des cahiers entiers. Et, et je les laisse de côté après, puisque je commence ma relation avec Karim, voilà, ça, j'ai envie de me plonger dedans, j'ai envie de mettre de la présence dans cette relation, j'ai envie de lui donner une chance. Et j'ai plus envie de nourrir la part de moi triste, mélancolique, nostalgique, qui broie du noir, qui est dans le désespoir, parce que tout ce que j'écris, c'est autour de ça. Et donc j'ai eu ma dose d'écriture en noircissant beaucoup de cahiers à ce moment-là, et je me dis, allez, là tu laisses tout ça de côté, tu te consacres à ta relation avec Karim. Et la relation avec Karim se passe, et en fait on traverse des hauts et des bas comme tous les couples, et à un moment donné on traverse un bas et je me remets à écrire. Et là je me dis, tiens, je vais relire ce que j'ai écrit lorsque je me suis séparée de mon ex. Et Que t'avais pas relu depuis un moment, non, du que coup. j'avais pas relu depuis des années. Et en fait là je suis choquée de lire des épisodes traumatiques que j'avais relatés à donc 22-23 ans, que j'avais relatés donc à cet âge-là, de plus jeune, de ma toute petite enfance, et que j'avais oublié en fermant mes cahiers de nouveau. Comme si ces Vraie amnésie, épisodes quoi. traumatiques, effectivement, j'avais été en amnésie durant toute mon enfance et mon adolescence, qu'à 23 ans, quand je l'ai quitté, ça a flashé, tout est revenu et j'ai tout écrit. Je ferme ce cahier, tout s'en va à nouveau et j'oublie complètement tout à nouveau. Je fais ma relation avec Karim et bam, il y a un gros down à un moment donné, quelque chose qui se casse dans mon système à moi. Et je me remets à écrire et là, je relis ces lignes et je me dis, mais waouh, alors déjà, le cerveau, la mémoire, c'est moi, tout, tu vois, je me dis, mais attends, je comprends pas, je comprends plus. Et je referme le cahier, encore une fois. Ouais. C'est trop dur de lire ou tu veux Oui, pas affronter ça? C'est quoi qui se passe? c'est tout à la fois. Alors, il y a un côté qui a jamais oublié en moi, il y a un côté qui a toujours su ce qui s'est passé, mais j'ai toujours minimisé, je lui ai jamais accordé assez de crédit et je me suis toujours dit, ça en est resté là, ça n'avait pas été plus loin, donc n'en fais pas des tonnes. Moi, j'avais le souvenir d'attouchement en fait quand j'étais enfant et et, euh, et je pensais que c'était voilà, que c'était surtout les regards incestueux, les jeux qui étaient mis en scène autour de ça. On me demandait de me déshabiller, de me mettre nue, de faire des figures de gymnastique. On me filmait et et, et j'avais pas le souvenir fracassant de l'attouchement, une image probante, mais j'ai toujours eu la sensation que ça avait existé. Mais comme je ne pouvais pas la valider avec mon mental, je me disais, bah, c'était que des jeux, c'était que des regards, c'était que des mises en scène. C'est pas si grave. Et même s'il y a eu un attouchement, ce que tu sens, que je défends tout le monde aujourd'hui d'appeler un attouchement, ça s'appelle une agression sexuelle.
c'est pas si grave. Or, déjà, quand on met le mot agression sexuelle, il y a quelque chose de plus grave que Ouais, attouchement, qui est presque un mot poétique pour quelque chose qui est absolument ouais, gravissime. c'est vrai, t'as raison. Et donc, j'avais refermé à nouveau ce cahier. Et quand je suis tombée enceinte, là, ça a réveillé un tsunami à l'intérieur de moi, de me dire, sans réouvrir mes cahiers, je protégerai toujours mes enfants, quoi qu'il arrive. Et j'avais sans cesse l'image de mon père là qui revenait. Et il y avait la partie de moi qui savait, qui disait, bah, tu sais très bien pourquoi il y a l'image de ton père qui apparaît. Et l'autre qui disait, mais n'importe quoi, ça va, ton père, il a jamais rien fait, il a fait que ses mises en scène gymnastiques. Mais qui sont pas normales. Tout à fait. Ouais. Mais moi, j'ai grandi Oui, avec, encore oui. une fois, et pour moi, c'était ça qui était normal, puisque Oui, tu voyais pas le mal parce je que me suis tu... construite avec ça, parce que l'adulte en qui tu as confiance te dit que c'est normal, que c'est comme ça que les papas, ils aiment leur enfant, que... Voilà. Et en fait, c'est tout qui est déformé, c'est tout qui est fracturé, c'est tout qui est à l'envers. Et c'est exactement ça, hein, dans l'inceste, c'est le monde à l'envers. Et donc, voilà, là, enceinte, il se passe énormément de choses. Et C'est vrai, tu dirais que c'est vraiment la grossesse, la maternité, ton corps qui change, en cette fait, posture c'est... tu disais tout à l'heure, tu avais du mal avec le mot femme, Ouais, où en fait mais tu là, deviens c'était même pas maman. le mot femme, c'était le mot mère Oui, voilà, tu qui a deviens émergé. maman, et du coup, forcément, il y a un truc qui se crée de Je plus suis fort que passée tout ça. d'enfant à mère, en Ouais. fait, si tu veux. Et dans la mère, pour moi, c'était inconcevable de ne pas protéger ses enfants. Et il y a vraiment quelque chose c'est plus qu'inné, je sais même pas comment le décrire, c'était cellulaire, quoi. C'est la même urgence que la combativité avec laquelle je disais tout à l'heure, il fallait que je vienne à la vie. Il y avait la même urgence à protéger mes enfants, mais de manière générale, les enfants, quoi. Et là, il y a quelque chose qui s'est euh, effectivement établi autour de l'ordre de, en tant que maman, t'auras pas le droit d'échouer. Hmm. Une maman, puisque les papas, ça sert à rien, ça c'était la Ta part de moi, hein. construction. Une maman doit protéger ses enfants. Il faut qu'il y ait au moins un des deux parents qui protège ses enfants. Et ça m'a profondément bouleversée dans la grossesse. Ouais. Tu, tu te dis ça, une maman doit protéger ses enfants, en lien avec la vision que tu as de ta maman, Ma maman ou m'a pas protégée. voilà, donc c'est parce que c'est à ce moment-là le, la vision que tu te donnes et de ce que doit être une bonne mère, entre guillemets. Oui. Alors encore une fois, je le répète, ce qui est dur, c'est de passer de l'enfant à la mère. Et heureusement, par la suite, j'ai pu devenir femme. Et c'est ce qui m'a sauvée aussi dans mon rôle de parent. Parce qu'en tant que mère-enfant, j'étais aussi à chier, forcément. C'est-à-dire, Bah, c'est-à-dire que j'avais tellement d'émotions intenses que j'avais pas encore pu correctement travailler parce que le traumatisme autour de l'inceste est extrêmement lourd, extrêmement insidieux. Il fragmente tellement de parts de nous. C'est un génocide de l'identité, en fait, l'inceste. Donc, se construire une identité en tant que femme, en tant qu'Océane, dans mon rôle sexué, dans mon incarnation propre, en dehors de l'enfant que j'ai été et de la mère, de l'épouse, de l'amie, de ce que tu veux, mais l'être unique, justement, que je suis. Ben ça, j'ai pu le toucher du doigt qu'une fois que j'ai été prête à faire un travail aussi profond sur moi. Mais tu vois, là, il y a tout qui se mélange, mais à la fois, quand j'ai quitté mon ex, j'ai cauchemardé pendant 14 ans de notre relation qui a duré 8 ans. Pendant 14 ans, j'ai fait des cauchemars, des insomnies, me réveiller la nuit, me réveiller le matin avec des sensations de viol, d'abus dans tous les sens, des sensations d'être de nouveau avec lui, d'élaborer tous les stratagèmes possibles pour fuir. Et ça finissait toujours au début par des rêves où il finissait par me tuer. Après, c'était des rêves où moi, je pouvais le tuer, donc je commençais à reprendre une forme de pouvoir, ouais, mais qui était abusive aussi, jusqu'au jour où j'ai réussi à faire ce rêve qui n'a pas été un cauchemar, mais si qui a été un cauchemar pour moi, mais de me dire t'es de nouveau avec lui, donc piégé en fait, c'était pas un choix. On me remet de facto avec lui, c'est pas un choix. Et c'est exactement ce qui se passait à chaque fois que j'essayais de le quitter. C'est pas moi qui choisissais de revenir avec lui, c'était quelque chose en moi qui était plus fort,
qui n'avait pas les ressources d'être sans lui, en fait. Et j'avais pas d'autre choix que d'être avec lui. C'était absolument horrible. Et je me sentais absolument impuissante. Et il m'a fallu 14 ans de travail nocturne pour refaçonner mon cerveau et pouvoir me dire dans ce rêve, t'es avec lui, mais c'est ok, en fait. Tu vas juste attendre qu'il parte au travail et tu vas prendre ta valise et partir. Et tout ira bien. J'ai mis 14 ans. Ouais, mais bon, c'est long, 14 ans. Mais en même temps, t'as fait ça toute seule, sans la conscience que t'as aujourd'hui de la somatique, des traumas et tout. Et je me dis... Si, entre-temps, j'avais commencé à travailler quand même. commencé, mais t'as eu ce travail, j'imagine, du coup, très inconscient pendant les rêves, d'aller réparer petit à petit pas par petit pas, jusqu'au moment où tu te libères, quoi. Oui, et à la fois, dans ces cauchemars, il y avait mon père aussi qui se mêlait là. Et je faisais souvent des cauchemars des deux, mélangés, lui et mon père, mon ex et mon père. Et je me rappelle avoir posé ces lignes aussi. Les deux hommes, à ce moment-là, hein, puisqu'il n'y avait pas Karim dans ma vie, et quand je fais ce cauchemar-là en tout cas, les deux hommes que j'aime le plus au monde sont les deux hommes qui me font le plus souffrir au monde. Et c'est absolument intolérable de savoir effectivement que c'est des hommes qui sont censés t'aimer, des êtres qui sont censés t'aimer, qui t'abusent, qui te bafouent, qui te maltraitent, qui te violentent, qui te détruisent, qui te fragmentent. C'est vraiment très difficile à soutenir comme idée. Et presque après, si tu veux, en ayant beaucoup travaillé autour du trauma, de mon trauma, et du trauma de manière générale, et j'entends beaucoup ça aussi, et je l'ai ressenti très fort à un moment donné où je me questionnais sur l'acte abusif de l'inceste, de la pénétration, du viol, quel qu'elle ait pu être, dont j'ai eu souvenir après, de me dire en fait, à un moment donné, peu importe l'acte ou les actes qui a pu se passer, en fait, ce qui a été le pire pour moi, c'est cette notion de déshumanisation, où à ce moment-là, t'es plus un humain, t'es un objet de désir, et t'es plus considéré en fait. Et ça, tu le retrouves dans les violences sexuelles, mais les violences psychologiques ou les violences physiques, la maltraitance physique, c'est la même chose. C'est que à un moment donné, peu importe les coups que tu te prends, qu'ils soient psychologiques, physiques ou sexuels, c'est plus ça qui a de l'importance en fait. T'es tellement dissocié de ton corps de toute façon que tu ressens que 10% de ce qui t'arrive. Mais c'est la façon d'être traité qui est absolument déshumanisante, et celle-là, de voir ce regard, de voir ces gestes, et de savoir en fait qu'on te traite comme une merde, ça c'est très très dur à vivre. Et j'ai eu un long temps à récupérer ces mémoires traumatiques que j'ai pas encore toutes récupérées, et je crois que je les récupérerai jamais complètement, et c'est plus grave aujourd'hui, de me dire mais ça compte, il faut que j'ai une image mentale, il faut que j'ai un souvenir, il faut que ce soit clair. Et aussi par rapport à la justice, même si j'ai jamais porté plainte encore, parce que la justice, elle attend ça. Et les gens, quand tu leur racontes, ils attendent ça. Ils attendent de savoir ce qui s'est passé exactement. Alors, est-ce qu'il t'a violé véritablement? Est-ce qu'il t'a effectivement pénétré? Parce que c'est un viol, la pénétration. Est-ce qu'il t'a demandé une fellation? Est-ce qu'il y a eu des doigts? Mais sans parler du fait que c'est absolument déjà dur pour la personne d'entendre ça ou de répondre à ces questions. C'est surtout, en fait, extrêmement difficile quand la personne elle est tellement fragmentée qu'elle a plus le souvenir traumatique de ça, que tout est flou, que tout est... Il y a des pièces de puzzle partout, en fait, et tu sais pas. Et si le cerveau nous a enlevé cette mémoire, c'est pas pour rien, c'est pour nous protéger. Donc pourquoi faudrait-il la récupérer à tout prix, au prix de notre santé, au prix de notre intégrité, pour pouvoir rassurer la justice sur le fait que oui, c'est bien un agresseur. Ou rassurer la mère pour dire oui, ton mari, c'est bien un abuseur, un agresseur. Non, en fait, aujourd'hui, je me valide dans mes ressentis somatiques, dans les comportements que j'ai développés par rapport à ça, dans le relationnel que j'ai développé par rapport à ça. Et je sais, en fait, je le sens, je le remets plus en question. Au-delà des souvenirs que j'ai, j'en ai quelques-uns, mais j'en ai peu, c'est pas grave, en fait. Tout ça, c'est plus grave, et je sais ce que je porte. Ma vérité, je la porte aujourd'hui,
Et quelle que soit la compréhension mentale que les gens ou que je peux moi-même en avoir, j'essaye de sortir de cette compréhension mentale et de relier une compréhension sensible. Et de retrouver ton identité, finalement. Tu disais tout à l'heure que c'est quelque Oui. chose que tu avais perdu, on t'avait privé de cette identité. Et de revenir à toi, quoi, à cette sensibilité, à qui tu es profondément. Revenir à moi, ou plutôt venir à moi, puisque j'avais jamais pu le faire Ouais. avant. J'avais jamais eu l'espace pour le faire. En fait, là où tous les autres enfants à l'école primaire, tous ou presque, hein, parce qu'il y en a plein d'autres qui étaient dans des situations dramatiques, mais pouvaient jouer à des jeux légers et s'amuser à touche pipi, par exemple, jeu que j'ai toujours trouvé absolument horrible et auquel j'ai jamais voulu participer. Je voyais bien que j'étais à part, j'étais toujours dans la lune, j'étais toujours dans mes rêves, j'étais pas très bonne à l'école, j'arrivais pas à sociabiliser, j'arrivais pas à me faire de copains, de copines. Ou alors j'arrivais, mais c'était pour qu'ils se moquent de moi. À un moment donné, ça partait toujours en cacahuète. Ce décalage-là était toujours présent, en fait, et il a été présent longtemps. Et la seule amie que j'ai gardée sur le temps, c'est Aurore, effectivement, qui a malheureusement traversé plusieurs épisodes traumatiques avec moi aussi, qui a été dans cette chambre avec moi à plusieurs reprises. Et là aussi, ça a été compliqué parce que longtemps, je me suis encore cachée derrière elle à me dire en fait, tout ce qui m'est arrivé, ça m'est arrivé avec elle, dans cette chambre. Et sans elle, il s'est jamais rien passé dans cette chambre. Et il m'a fallu des années pour accepter que oui, sans elle, en fait, il s'est aussi passé des choses dans cette chambre. Et ça a été long. Ça a été long de pouvoir accepter que ce père qui était en capacité de me donner l'attention que j'avais pas de cette mère, parce que vieille éducation, parce que le je t'aime n'existait pas, parce que les câlins n'existaient pas forcément, parce que il y avait pas de on jouait avec les enfants, il n'y avait pas d'enveloppement émotionnel, il y avait que de la logistique, de la survie. Et puis avant, c'est bon, quoi. La vie, c'est ça, il faut que tu fonctionnes, quoi. Voilà. Et j'étais déjà extrêmement sensible, moi. Et mon père a cette qualité d'être sensible aussi. Et on s'est beaucoup retrouvés autour de ça. Et en fait, je l'entendais souvent pleurer la nuit. Je ne sais pas pourquoi il pleurait la nuit. Alors je ne sais pas si il pleurait parce qu'il me faisait subir ça, s'il pleurait parce qu'il était malheureux, s'il pleurait parce que lui-même il se rappelait de son enfance, s'il pleurait parce qu'il était mal avec ma mère, parce que je sais qu'il était mal avec ma mère, maltraité avec elle, maltraité dans ma famille. Mais en tout cas, il pleurait et c'est moi qui allais le consoler. La nuit. C'est pas ma mère. C'est moi qui allais le consoler. Rôle. Et c'était pas mon rôle, clairement. Et là aussi, tout s'inverse. Et j'ai jamais vu ma mère consoler mon père. Jamais. Jamais, jamais. Et ça m'a toujours brisé le cœur profondément de me dire, mais comment un être qui est censé aimer un autre être peut être si dur et le laisser souffrir et s'en foutre et dire, c'est dans ta tête, ou oh, arrête, t'en fais des caisses, ou oh, t'es encore là-dessus, ou... C'était extrêmement difficile. Et moi, à 4 ans, je rentrais dans cette chambre pour le consoler. Alors, est-ce que c'est de là que tout a commencé ? Est-ce que ça avait commencé avant ? Je ne sais pas. Mais j'ai des souvenirs très clairs à 4 ans d'être celle qui le console toutes les nuits. Et donc, c'est cet être-là qui était en capacité de jouer avec moi. C'est lui qui faisait des jeux de société avec moi de temps en temps. C'était pas ma mère. C'est lui qui s'amusait à chahuter, on se faisait des guilis, on jouait à la console, on jouait avec mon frère. C'était lui qui était présent, c'était pas ma mère. Et donc c'était extrêmement difficile de s'avouer à soi-même que ce père, qui était aussi la seule personne qui était là, c'était aussi le père qui détruisait le peu d'amour que je pouvais recevoir. C'est pas comme si t'avais un père juste méchant, tu vois, juste violent, qui te souffle le froid, juste le froid. Et du coup, c'est facile de le haïr, c'est facile de le détester, c'est facile de classer tout ça dans un coin et de se dire, en fait, la vérité, c'est ça. Mais là, c'est extrêmement plus compliqué parce que la vérité, c'est pas que ça. Il y avait une part de lui... Il y avait une part de lui qui était un papa. Malheureusement, souvent trop abusive, et une part de lui qui était effectivement un papa... Enfin, qui n'était pas un papa, qui était un agresseur, un pervers. Comment t'es venu à t'intéresser à quitter ton boulot, du coup, avec le temps, et t'intéresser à tout ce que tu fais aujourd'hui, avec des étapes. Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait d'abord pour toi ? Oui.
Ok. C'est quelque chose que j'ai fait pour moi parce que j'avais besoin de me comprendre, toujours cette notion de comprendre. Comprendre. J'ai un peu fait des thérapies psy au début et puis de blabla au début, peu importe la forme de blabla, mais autour de ça. Et j'ai toujours trouvé qu'il manquait beaucoup de corps là-dedans. Donc après, j'ai fait plus des thérapies tournées sur le corps. Et puis très vite, en fait, quand j'ai découvert les thérapies alternatives, j'ai eu envie de me former dedans pour aider les personnes aussi comme moi qui étaient complètement perdues. Donc à la fois, je me forme dans des thérapies blabla et dans des Thérapie thérapies blabla. somatiques. Et à la fois, Ce qui est important aussi. Tu vois, j'ai pas envie qu'on dénigre l'aspect Ah non, psychologique. c'est important. Ouais. Comprendre son histoire, c'est éminemment important. Ouais. Comprendre les mécanismes qui sont en jeu, comment on fonctionne, pourquoi on a développé tel comportement, c'est extrêmement Ouais. important. Donc je me forme et à la fois je me soigne, enfin je me fais suivre en tout cas. Et au plus je grandis dans ce cheminement, et puis les enfants aussi, hein, puisque je suis maman entre-temps. Et en fait, ce qui m'a fait un accélérateur dans l'envie de changer les choses, c'est la maman que je deviens. Je deviens une maman que je veux pas être. Je deviens une maman qui crie, je deviens une maman qui perd patience, je deviens une maman qui secoue ses enfants quand ils sont petits. Vraiment. Bon, alors, tu vois, j'allais minimiser. Je minimise absolument pas ce que j'ai fait parce que j'ai honte de ce que j'ai fait et à la fois, je sais que j'avais pas les ressources de faire autrement à l'époque. J'ai eu des jumeaux, ça a été très difficile, j'avais pas de famille autour de moi pour m'aider. On n'a pas eu de soutien, on n'a pas eu d'aide en fait. Et des jumeaux que j'ai voulu allaiter, épuisement, bref, il y a tout qui a été compliqué. Avec en plus, moi, tout ce que ça ravivait en termes de souvenirs traumatiques. Il y a tout qui était un gros cocktail d'hormones explosives en fait. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'accompagner le postpartum aussi parce que ça a été compliqué et Karim a fait une dépression derrière. Moi je me sentais absolument pas bien, lui il était complètement pas bien non plus. En fait on avait zéro soutien et il n'y avait pas d'adulte en fait, puisqu'à ce moment-là lui il n'était pas adulte parce qu'il était en dépression et donc c'est son enfant traumatique aussi qui a pris le dessus. De mon côté c'était la même chose aussi. Et nos enfants sont arrivés dans une famille sans adulte en fait. Et ça me touche rien d'en parler parce que bon après je sais qu'ils nous ont choisis et voilà. Et ce qui me rassure aujourd'hui c'est d'avoir pu devenir la mère que j'ai toujours voulu être et je suis fière aujourd'hui d'être la mère que je suis. Ça m'a pris du temps, ça m'a demandé beaucoup d'efforts pour changer, pour comprendre pourquoi je réagissais comme ça, pour aller profondément accueillir les émotions, la charge émotionnelle qui était associée, pour ne pas devenir cet enfant. Je sais plus si la statistique est 1 sur 5 ou 4 sur 5, tout se mélange dans ma tête, mais La statistique de quoi? sur 5 enfants maltraités, je sais plus si c'est 1 sur 5 qui devient un parent maltraitant ou si c'est 1 sur 5 qui ne devient pas justement maltraitant. Je crois plutôt que c'est ça, 1 sur 5 qui ne devient pas maltraitant. Parce qu'il y a une telle... En fait, quand tu nais là-dedans, quand tu es bercé par la violence tout au long de ta vie, tu es conditionné, tu es fracturé par rapport à ça, c'est à l'intérieur de toi. C'est toute cette notion d'emprise, de prise de pouvoir, de domination, quelle que soit la forme de la violence, on l'a dit tout à l'heure, hein, dans toutes les formes de violence, il y a de la domination en fait. Et quand l'agresseur te fracture par des coups physiques, sexuels ou psychologiques, ça s'insidue en toi. C'est-à-dire que dans le regard de ton agresseur, tu vas voir que toi, tu es une merde, que toi, tu es une serpillière, que tu es déshumanisé, et ça, tu vas l'imprimer en fait. Tu vas l'imprimer et si un jour tu retournes la face de la pièce sans te guérir, sans te soigner, tu deviens toi-même l'abuseur en fait. Et ça, je l'ai vu se rejouer à plein d'égards dans ma vie. Et lorsque je l'ai vu se rejouer avec mes enfants, alors je les ai jamais, j'allais dire je les ai jamais tapés, tu vois, mais en fait c'est faux parce que les secouer déjà c'est de la maltraitance. Donc quand j'ai vu ça se retourner, c'est surtout un jour où je me suis mise à crier sur ma fille et mon fils était à côté. Et ma fille pêcheur, elle était complètement effondrée en train de pleurer. Elle pleurait, elle avait peur. Et en fait, mon fils, mais elle me regardait pas. Et lui, mon fils me regardait avec des yeux du genre, mais qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que tu vas la taper? En fait, t'es qui? Est-ce que c'est toi, ma mère? C'est toi qui es censé prendre soin de nous, mais là, t'es en train de nous terroriser. Et j'ai vu ça dans son regard. Et c'était insoutenable, en fait, de me dire, mais... Ah, Je veux pas être cette mais mère-là. pas du tout.
pas du tout. Et là, je sais pas, ils doivent avoir 8 mois, 7 mois. Oui, ils sont tout petits. Ils sont tout petits et j'ai eu un long congé mat parce que j'ai eu des jumeaux. Donc je suis restée seule avec eux tous les jours. Et là, je me dis, waouh, là, il faut agir en fait. Et c'est là que j'ouvre plusieurs voies thérapeutiques pour moi. Donc, par la psyché, par le corps, par l'énergétique, des thérapies brèves. J'essaye vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et là, je commence un travail que j'ai jamais terminé, mais qui va se beaucoup mieux terminera, aujourd'hui. Peut-être jamais aussi, non? Peut-être. En tout cas, il y a tellement de choses à déconstruire. Mais aujourd'hui, je crois que de cette part parentale d'autorité abusive dont je pouvais avoir peur avant d'user, d'abuser, je crois honnêtement que j'en ai déconstruit 90%. Et que de temps en temps, j'ai des petites réminiscences comme ça qui pointent le bout de son nez lorsque je suis vraiment très fatiguée, que je prends pas soin de moi, de mes besoins, de mon système nerveux, ce qui arrive quasiment plus jamais. Mais ça peut arriver, et lorsque ça arrive, à ces moments-là, je suis juste en fait, malheureusement pour notre société encore actuellement, une maman lambda qui fonctionne comme elle fonctionne tous les jours aujourd'hui, mais qui, pour moi, aujourd'hui, est déjà une maman violente, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je suis claire dans ce que je raconte. Je vois. Donc, Dans ta perception, quelque c'est chose... déjà too much. C'est déjà trop, Ouais. parce que tu es allé dans un extrême, peut-être aussi Parce que j'essaye de déconstruire la violence à tous les niveaux, en fait. Et pour moi, tu vois, éduquer, c'est pas lever la voix, c'est pas punir, c'est pas contraindre, c'est pas forcer. C'est apprendre le consentement dans tous les espaces de la vie d'un enfant. C'est lui apprendre qu'il est humain, qu'il a le droit de choisir, qu'il a le droit de ressentir des choses, qu'il a une temporalité qui lui est propre, un rythme qui lui est propre. Et que tant que faire se peut, on peut respecter ça. Tant que faire se peut, on peut respecter ça. Tu vois, je trouve que ça met un poids de... Tu vois, il y a moi, mes enfants m'ont fait grandir de fou. Je pense qu'on n'a pas la même histoire, mais il y a aussi des choses qui sont passées fortes. Et moi, j'ai souvent eu l'impression, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, je vais parler de moi, de ce que j'ai vécu. J'ai vécu une énorme pression de il faut être le parent parfait et pas crier et pas ci et pas ça. Et c'est le jour où, en travaillant avec la coach que j'avais à l'époque, où j'avais crié sur mon fils de manière très très forte, avec beaucoup de violence verbale, et où elle m'a dit on va aller voir en fait pourquoi c'est bien d'avoir fait ça, et justement de pas rester dans ce truc de surculpabilité, de m'en vouloir et de pas dormir la nuit et tout ça, où j'ai senti ce truc de c'est ok, j'ai le droit de faire ça, et pas être dans cette culpabilité où je l'ai plus jamais fait. Parce que je crois qu'il y a un truc aussi, c'est que croire qu'on peut ne pas aller là-dedans, c'est se couper de ses propres besoins. Et quand on dort pas, qu'on est extrêmement fatigué, qu'on a un stress intense et qu'on n'arrive plus à gérer, en fait, on peut pas être dans des situations de protection de l'autre, d'écoute active de l'autre, de tout ça. C'est très juste tu vois. ce que tu dis, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait donc le livre sur les besoins, parce que pour moi c'est un fondamental de la santé à tous les niveaux, mental, émotionnel et physique. Et c'est tout à fait ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand je prends pas soin de moi, de mes besoins, de mon système nerveux, je vois que je suis dérégulée et du coup je vois que j'excède. C'est-à-dire que mes limites sont très rapprochées, du coup j'ai des toutes petites limites. Donc mes enfants les transgressent vite. Mais or, c'est pas à eux d'en subir les conséquences. C'est-à-dire que hier ma limite elle était à 1 mètre, je dis n'importe quoi, aujourd'hui elle est à 1 centimètre, ils peuvent pas le savoir eux. Oui. Donc pourquoi à 1 centimètre, alors que hier tout allait bien et je leur ai donné l'autorisation de faire, aujourd'hui je me mettrais à crier, à leur dire que c'est... Voilà. Et après il y a une façon aussi de poser ses limites, parce que là il s'agit de ça, c'est-à-dire de pouvoir exprimer que oui, mes enfants, hier c'était à 1 mètre, aujourd'hui c'est à 1 centimètre, j'ai le droit, parce que j'ai pas dormi, parce que si, parce que oui, j'ai le droit. Par contre je vous l'exprime de manière régulée, de manière posée, et j'attends pas que ma limite soit dépassée pour péter une durite, et surtout péter une durite sur vous, en disant, et ça c'est surtout ce qui est dramatique dans notre société, c'est que c'est à cause de toi que je suis en colère comme ça, et tu vois, c'est toi qui me fais mettre dans des trucs comme ça, alors que pas du tout. Donc ça m'arrive, je dis pas que je suis parfaite, encore une fois c'est très rare aujourd'hui, mais quand ça m'arrive de me mettre en colère à un moment donné, déjà j'essaye toujours d'utiliser le c'est et pas le tu. Donc cette situation est insupportable pour moi par exemple, et pas t'es insupportable, tu vois. Et si jamais des fois par mégarde j'utilise le tu,
une de fois que je suis calmée, je revenir. reviens tout le temps en disant, mais en fait, je m'exprime très mal. Là, c'est pas toi qui es en partie, c'est moi qui suis pas, qui n'ai pas pris soin assez de mes besoins. Voilà, blablabla. Donc, je répare en fait Ouais. le tort que j'ai subi pour pas que eux, ils restent fautifs de mon émotionnel à moi. Ouais. Ça, bon, c'est une petite parenthèse, mais je pense que c'est tellement important en tant qu'adulte d'être en capacité de regarder son enfant dans les yeux et Oui, de s'excuser bien sûr. parce que... Ouais, mais il y en a peu qui font Mais ça. oui, je sais. S'excuser parce que bah, t'étais fatigué, tu t'es mis en colère et de dire c'est pas ta faute, c'est pas toi. Et puis, c'est pas juste sur toi en fait, c'est que euh, la colère, encore une fois, quand elle est exprimée au bon endroit, au bon moment, avec les bons mots, ok. Parce que l'enfant doit pouvoir sentir que, ah ok, papa, des fois il se met en colère aussi. Papa, il exprime sa colère. Mais ça va, c'est pas une colère qui me fait peur, c'est pas une colère, tu vois. Et de pouvoir entendre qu'une colère puisse s'exprimer sans en avoir peur, c'est essentiel parce que sinon l'enfant, qu'est-ce qu'il apprend? À chaque fois que papa il est en colère, en fait, il crie trop fort ou il va casser des trucs, même si c'est pas contre moi, tu vois. Hmm. Mais du coup, moi j'ai Il peur. ancre quelque chose Et oui, et du du coup, la trauma, quoi. colère fait peur, donc moi je veux jamais vivre de la colère. Hmm. Et c'est pas possible parce que la colère est Hmm. saine, elle nous sert à définir nos besoins, nos limites. Ouais, et puis ça, oui, c'est une émotion qui est importante de vivre et d'exprimer. Ouais. Euh, Ce que je trouve incroyable dans tout ce que tu racontes depuis tout à l'heure, c'est... Bon, j'avais déjà conscience de ça, mais encore plus là de se poser, discuter de ces sujets-là, à quel point tout ce que tu fais aujourd'hui, tout ce que tu chéris, tout ce que tu essayes de permettre aux enfants, aux adultes, à l'humanité, je sais pas comment on peut le dire, est lié à tout ce que tu as vécu, Ouais. à toutes ces blessures. Euh, c'est qui Océane aujourd'hui, du coup? Océane, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est profondément touché par la cause de la protection de l'enfance, de la protection de la femme, parce que c'est les premières personnes qui sont sujettes à la violence. Donc c'est des sujets pour lesquels je suis très sensible. Océane, c'est quelqu'un ouais, j'œuvre et je pense que je passerai ma vie à œuvrer autour du sujet des violences, quelle qu'elle soit, en fait, pour que change le monde. Ouais, ça me tient à cœur aujourd'hui d'éduquer autour de moi. Ça peut paraître un mot, genre elle se la pète, mais pas du tout. De faire prendre conscience, on peut mettre ce mot-là si vous préférez, aux gens qu'il est possible de ne pas punir, qu'il est possible de ne pas contraindre, qu'il est possible de ne pas violenter, qu'on peut vivre dans un monde de douceur, de respect, d'amour de soi, d'estime de soi, et que tout ça c'est possible et c'est ça aujourd'hui qui me tient à cœur, à corps. Et je mets une bonne partie de mon identité, c'est une valeur haute, tu parlais de ça tout à l'heure, pour moi c'est ça. Et quand je parlais de sensible, c'est là que se joue le sensible pour moi, c'est arrêtons d'être insensibles et c'est ce qu'on est dans notre société parce qu'il y a tellement de violence qui nous entoure qu'on est obligé de se blinder. On est obligé d'être des robots en fait. À droite, à gauche, au milieu, en haut, en bas, on est obligé à un moment donné de fonctionner en robot parce que la société ne nous laisse pas le rythme de nous-mêmes. On doit métro, boulot, dodo. Et quand on peut faire dodo là-dedans, on a de la chance hein, parce que souvent c'est métro, boulot et reboulot à la maison. Donc on n'a pas le temps de dodo. Donc on n'a pas le temps de son propre rythme. Ça déjà c'est extrêmement violent. On n'a pas la place de nos émotions. Ça, c'est une deuxième chose qui est extrêmement violente dans notre société, je trouve. Il faut tout le temps qu'on soit rationnel, qu'on soit orienté solution, penser à l'après, sans parler du rendement qui se met par-dessus. Donc, pour moi, revenir à son rythme, à son corps, à ses besoins, à de la lenteur, à de la douceur, ça, c'est ma mission de vie numéro 1. Et ça, je la fais passer effectivement dans du travail thérapeutique, dans de la formation, dans de l'écriture. Et c'est ce que j'espère faire passer dans le podcast aussi. C'est vraiment cette nécessité de revenir à soi et d'ouvrir le champ des possibles sur on peut changer le monde, on peut changer la façon de fonctionner dans cette habitude archaïque qu'on a de survie, de violence en fait. De quoi il y aurait besoin pour l'humanité pour aller vers cette voie beaucoup plus douce, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus connectée à soi, aux autres?
Moi, j'aimerais que, parce que malheureusement aujourd'hui ça passe encore par ça, que le gouvernement le gouvernement puisse entendre c'est un enjeu sociétal éminemment fondamental et important de prodiguer au moins 10 séances de thérapie à tous les humains de cette planète Terre. Quand ils rentrent à l'âge adulte, par exemple, ou pour la traversée de Comme un service l'adolescence. militaire, mais un service Exactement. thérapeutique. Parce que ça nous permettrait... Alors, 10 séances, ce serait pour moi vraiment un minimum, mais pour des personnes chez qui tout va bien, bah, c'est génial, tu apprends encore mieux à sentir tes émotions, à les accueillir. T'as toujours des petites frictions, quoi qu'il arrive. Exactement, à te laisser traverser, à mieux te positionner dans ton quotidien. Et pour des personnes qui ont un passé traumatique, bah, ça peut leur faire prendre conscience que, ah oui, en fait, je m'en étais pas rendu compte et j'ai effectivement des choses à travailler. Et du coup, derrière, j'embraye sur un vrai travail thérapeutique. Mais ça permettrait de remettre tout le monde sur soi, d'arrêter de dire c'est ta faute à toi, c'est toi qui portes ton émotionnel. Non, ton émotion, elle t'appartient en fait. Et si tu reprends ton pouvoir, tu vois, chaque personne sur cette terre pourrait reprendre son pouvoir. Et si toutes les personnes étaient dans leur pouvoir, mais on sortirait d'un jeu de domination phénoménal en fait, où j'arrêterais de me mettre soit sous toi dans la soumission, soit au-dessus de toi parce que je veux te dominer et du coup j'ai de l'emprise sur toi. Non, je suis à ma juste place et on peut arrêter le système pyramidal et du coup passer sur un système matriciel où on est co-habitants, co-travailleurs, co-machin. On s'aide en fait, on s'entraide et on chemine ensemble. Et il n'y a plus de tu m'écrases, je t'écrase et on monte l'échelle l'un après l'autre ou tout toi ou rien moi, tu vois. Mais pour moi, changer le monde, et j'aimerais beaucoup, beaucoup que le gouvernement entende ça, c'est un minimum de 10 séances thérapeutiques. Mais si vous, adultes qui écoutez ce podcast, vous avez les moyens de vous offrir ces 10 séances de thérapie, faites-le. Faites-le pour vos enfants. Je pense que c'est vraiment essentiel, quoi. Je crois que, tu vois, quand tu l'as dit, le point de bascule que je vois réellement dans ta vie, c'est le fait de devenir mère, où ça a réveillé plein de trucs, il y a des enjeux importants. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, pardon. Vas-y. Je m'étais perdue tout à l'heure dans le récit. C'est que forcément, en tant que mère, vu que je voulais protéger mes enfants, j'acceptais de voir des choses que je ne pouvais pas voir pour moi. Parce que moi, c'était plus la peine de me protéger, entre guillemets. Voilà. Ouais, c'est hyper intéressant. Et je pense qu'en fait, quand on devient parent, et parce qu'il y a l'espace de la mère, du père aussi, ça, il y a des enjeux énormes, c'est hyper important d'être accompagné et de faire ce travail-là parce que ça réveille beaucoup de choses. Surtout sur quand son on devient enfant parent. Intérieur, sur tout ça. Ouais. Je pense qu'il y a 3 zones stratégiques, 3 moments stratégiques de notre vie. C'est l'adolescence, qui n'est pas forcément facile. Alors peut-être pas la demander 10 séances à un adolescent, sauf s'il a besoin. Mais déjà, lui en proposer 2 ou 3, je pense que pour le soutien de l'adolescent, c'est bien. Parce que le corps change, parce qu'il y a les hormones, parce qu'il y a la sexualité qui s'installe, parce que le lycée, c'est vraiment pas facile à vivre. Le collège, c'est vraiment pas facile à vivre non plus. Donc, je pense que 3 séances à ce moment de vie, ça peut être déjà super intéressant. Pour déposer des choses. Ah ouais. Je pense que quand on rentre à l'âge adulte, dans la vie du travail, on pourrait de nouveau proposer au moins 5 séances à un adulte. Et puis, autour de la parentalité, effectivement, reproposer encore 5 séances, par exemple. Voilà, pour... c'est quoi être parent pour toi ? Est-ce que tu sais à quoi t'attendre ? Parce qu'on n'est jamais préparé, en fait, à être parent. Je pense que... Bon, après, c'est un sujet, on pourra en faire un épisode dessus, mais... Tu te prends un tsunami dans la gueule, quoi. Je pense qu'en fait, de comprendre que investir dans cette compréhension de nous-mêmes, ça peut régler tellement de choses après, des maladies, des mal-être, des choses graves qui peuvent s'en suivre, des comportements nocifs, des choses comme ça. Je pense que y a peu de personnes qui ont encore cette mesure-là, tu vois. Je sais pas si ça viendra un jour, mais en tout cas... Je l'espère. Il y a autre chose aussi dans la protection de l'enfance qui serait bien d'installer. C'est d'un point de vue de la justice, si justice tu m'entends, c'est quand il y a un enfant victime, quelle que soit la forme de violence qu'il subit, qui ose parler et que cet enfant est mis sous la protection de l'enfance et qu'il est donc déraciné de son foyer et mis à part de sa famille. Ça serait bien que ce soit en fait l'inverse qui soit fait, à savoir que ce soit la personne qui agresse qui puisse être mise à l'écart, en temporisation du foyer, le temps qu'on sache déjà si oui, est-ce que cette personne elle est agresseur ou pas véritablement.
il y a très peu d'enfants qui mentent quand même sur le sujet. Donc en général, si un enfant dit quelque chose, c'est intéressant de le croire. Mais quand bien même si, voilà, il y a bien sûr innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc tant que je ne sais pas si tu as un danger pour ton enfant ou pas, dans tous les cas, dans le doute, je te mets à part le temps qu'on te juge. Et le moment où tu seras enfin jugé coupable, par exemple, c'est encore pas une fois l'enfant qu'on va déraciner. Ça sera l'adulte défaillant, dysfonctionnel, qu'on pourra placer dans un foyer pour adultes dysfonctionnels, en fait. Et arrêter de punir les enfants. Et double punition, en fait, ils sont déjà punis de la violence, et après ils sont repunis par la justice qui veut les protéger, mais qui en fait les déracine et continue à les fragmenter, sans parler du fait que malheureusement, dans les foyers d'accueil, les associations, les familles d'accueil après, sur la pérennité, sont parfois pas mieux que malheureusement les familles dysfonctionnelles. Et du coup, elles ont la double punition d'être en plus dans une famille qu'elles connaissent pas et de subir d'autres violences, ce qui est absolument horrible. Bon, c'est les cas extrêmes, il y a des familles qui sont bien, heureusement, mais voilà, si on pouvait un petit peu rendre la responsabilité, et c'est encore le même enjeu qui est là. Donc, c'est ça, moi, mon combat de cette vie, c'est ça. C'est rendre le pouvoir aux bonnes personnes et arrêter de responsabiliser celles qui ne sont pas fautives, en fait. Et là, c'est l'adulte qui est dysfonctionnel, c'est l'adulte qui doit sortir du foyer familial, qui doit aller se réparer, qui doit aller faire de la thérapie, pas de la prison. Je suis pas forcément non plus pour la culture punitive, je l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, il n'y a pas de punition qui permet de prendre conscience de quelque chose. De toute façon, si les adultes sont comme ça, probablement qu'il y a aussi une raison, un mal-être, des traumas, des choses comme ça. Donc, les mettre à part dans un foyer, les réunir, faire de la thérapie individuelle, faire de la thérapie de groupe. Ça prend des mois, des années. Si un jour tu te sens prêt, si les psychologues, les psychiatres qui le suivent sont d'accord pour dire cette personne peut réintégrer son foyer, ok, mais tant qu'elle n'est pas prête, elle reste à part dans ce foyer-là. Et au lieu d'avoir des foyers pour jeunes, en fait, on aurait des foyers pour adultes. Et les adultes, en plus, ils auraient l'avantage de pouvoir continuer à travailler et de pouvoir peut-être continuer à subvenir aux besoins de la famille qu'ils ont dû laisser, tu vois. Donc, il n'y aurait pas plus de charges pour la société. Il y a du boulot, Ouais, mais ça serait, tu vois, si on instaurait que ces 2 changements dans le monde, je crois que ça ferait basculer vraiment beaucoup de choses. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais partager en complément de tout ce que tu as dit, ou c'est ok pour Réveillez-vous. Non, c'est important. Je sais que c'est pas toujours facile quand on a été ou quand on est victime de se réveiller. Parce que le statut de victime protège aussi à bien des égards, même si on subit, même si on continue de subir, mais tant qu'on se réveille pas, on peut pas reprendre son pouvoir. Et il y a qu'une fois qu'on est en lien avec son pouvoir qu'on peut reprendre sa vie en main et qu'on peut aider les autres et voilà, faire avancer les choses. Merci. Merci à toi.